C'est une véritable icône de la culture populaire. Bonjour Régine. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Votre livre s'appelle Gueule de nuit. Gueule de nuit, c'était le titre d'une chanson que vous avez offert. Barbara, la grande Barbara, que vous avez chantée. Mais Gueule de nuit, c'est vous, Régine. Écoutez, Barbara était un personnage de rêve. Et Dieu sait si elle était malheureuse et si elle avait des problèmes et si... Moi, j'allais la voir depuis l'Écluse. Enfin, je la connaissais bien avant qu'elle ait le grand succès. Et c'est pas une femme qui sortait. Puis à un moment donné, grâce à Françoise Sagan, qui était aussi béate d'admiration devant elle, qui l'a amenée à la boîte, et Jacques Brel qui venait de temps en temps. Et c'était pas des noctambules. C'était pas des noctambules dans le sens que quand il chantait, il continuait la nuit, lui en buvant des bières avec Joël, et elle en parlant avec des amis. Mais il s'est passé quelque chose avec elle, c'est qu'il y a eu une osmose vraiment d'amitié, incroyable amitié, de tendresse. De souvenirs aussi, évidemment, de ce passé tellement terrible que vous aviez connu l'une et l'autre. D'ailleurs, si on fait bien attention au livre, je parle surtout beaucoup des gens avec qui j'ai eu un passé, sans les connaître, difficile. Oui. On fait partie de ces gosses qui se démerdent et qui ont un passé difficile. Et poursuivis par les nazis pendant la guerre. Vous étiez abandonné par votre père ou quasiment portant votre petit frère à bout de bras. C'était ça. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Alors, c'est pas ça que je veux raconter. Mon père était un personnage très généreux, très joueur de poker. S'il y en a un au monde, je crois que c'était lui le plus fort. Et puis, il a pris un bistrot à Belleville. Et puis, à un moment donné, il a retrouvé sa confiturerie et il m'a confié ce café. Oui. Alors, à l'époque, c'était pas d'une expresso, hein, il fallait ouvrir les percolateurs et c'était l'horreur. Je sortais la terrasse, c'était difficile, c'était pas une vie... mais moi, j'aimais bien Belleville. Oui. J'ai gardé un petit peu mon accent titi, hein. Oui. Mais je pense que qui se ressemble, s'assemble. C'était involontaire, c'était une attirance d'un même destin. Oui. Que chacun a traité de sa façon, comme il voulait, et qui, au bout d'un moment, c'est comme un rendez-vous. On s'est rencontrés tous. Et Barbara, Gueule de nuit. Vous vous souvenez les paroles de cette chanson, de Gueule de nuit? Bien sûr, écoutez, elle fait 5 minutes et demie, c'est pour ça que les radios ne passaient pas. Vous mais vous ne pouvez pas nous le redonner, Régine, allez, Gueule de nuit. Alors, non, elle m'a dit... Bon, je lui disais qu'est-ce qui lui avait inspiré ça. Et elle m'a raconté tout, bien sûr. Et moi, je lui racontais tout. Et un jour, elle m'a dit, écoute, viens chez moi, je vais faire des musiques, et tu vas choisir celle qui te plaît le plus. J'ai dit, c'est drôle, pourquoi elle me dit ça? Je lui avais offert mon manteau de Saint-Jean, entre parenthèses. Oui. J'ai dit, c'est pas pour me dire merci pour mon manteau. Et j'ai été chez elle, j'ai écouté 5 chansons et j'ai choisi 2 musiques. Elle m'a regardé et elle m'a dit, dis donc, t'as pas choisi les plus faciles. Et effectivement, je suis une souris de la nuit, et je vais, je viens, je passe. Il y en a que c'est de Saint-Denis, d'autres c'est de Montparnasse. Cherchez pas de mystère, il y en a pas. Non, il n'y en a pas. On est de la même race, on est de la même... on est fait du même... On sait qu'il faut lutter, il faut être parfait. Et elle était parfaite. Oui. Et moi, j'aime la perfection aussi. Et après tout l'automne, dans le petit matin, quand le ciel s'étonne de Passy à Pantin, au lieu de ça, je trime. Alors j'imagine... Voilà. C'était pas deux chansons qui allaient ensemble, normalement. Oui. C'était pas deux musiques qui étaient... Elle les a mariées par un système des paroles qui sont magnifiques.
Et c'est une chanson qui devrait être classée au, je sais pas moi, tellement belle. Ouais, extraordinaire rencontre que vous, finalement, nous faites vivre dans ce livre, Régine. Parce que là, on va évidemment parler par exemple de Serge Gainsbourg, parce que là aussi, il y a ce passé commun avec Serge. Quand vous le C'est-à-dire que rencontrez... quand on avait des moments de tristesse, Ouais. on se mettait au bout du bar et plus personne ne pouvait nous approcher. On était dans notre monde, dans notre enfance, dans les choses qui nous plaisaient, les choses qui ne nous plaisaient pas. On détestait les mêmes gens, on aimait les mêmes gens. Vous savez, c'est quelque chose d'instinctif, c'est comme ça. Oui, ce qui est frappant avec Serge Gainsbourg, c'est au fond un personnage avec une fêlure en lui. Une énorme fêlure. Oui. Il était peintre, vous savez, à un moment donné. J'ai un tableau de lui, il m'a offert un tableau. Il est magnifique. Et je le garderai tout le temps. Même si j'avais plus rien à manger, je ne vendrais pas le tableau de mon Serge. Mais Serge, c'était quelqu'un qui a appris, moi je l'ai connu pianiste, dans un boui-boui en face du whisky à gogo. Après, il a chanté, il avait déjà fait Le Poinçonneur des Lilas, Couleur Café, mais les disques à cette époque-là, ça n'existait pas. Oui. Il n'y avait pas de maison de disques avant Barclay, avant toute cette... mais c'était un homme qui avait une fêlure énorme. Il était extrêmement faible. Il était pas faible, il était fragile. C'est ça le mot. Quelle incroyable chanson, le jour où il vous fait entendre Les Petits Papiers. Écoutez, Et vous lui dites, c'est pour moi. avant il m'a fait entendre une chanson. Je me suis dit, je te prête Charlie, mais il s'appelle Reviens, prends-en bien soin. Alors on l'a vu beaucoup à la télé, dans les Charles Carpentier, avec Marie Laforêt, lui, moi, bon. Et moi je lui ai dit, c'est tout. Il me dit, non, c'est pas tout, mais... Alors il est allé dans sa poche, et puis il me dit, écoute, je sais pas si c'est une chanson, mais je vais te la faire écouter. Dès qu'il a dit les 4 premières... parce qu'elle est écrite comme ça. Ouais. Elle va pas comme ça. Elle est vraiment comme ça. Dès la 4e, je lui ai dit, ça c'est pour moi. Et à vie. Ouais. Il a même interdit à sa femme de la chanter. Elle ne l'a chantée avec moi que quand on a fait les duos. Et vous savez qu'il y a peu de gens qui chantent Les Petits Papiers, parce que c'est une chanson qui est beaucoup plus difficile que ce que les gens pensent, parce qu'elle est en même temps slave, en même temps terriblement poétique, Ouais. en même temps terriblement triste. Il y a tout ça mélangé Ouais. là-dedans. Quelques mots de cette chanson, Régine, si vous vous en souvenez. Les Petits Papiers. Ah, vous voulez que je chante Oui. encore? C'est gratuit tout ça? C'est gratuit. Bon. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Quelle merveille. Merveille. Et Absolument. alors maintenant, c'est appris dans toutes les écoles, Ouais. en CM2. Et alors je suis invitée dans toutes les chorales qui chantent les petits papiers. Ouais. Mais Donc vous dans la rue, je ouais. suis interpellée par des gamins ou des gamines. Régine, chante-nous les petits papiers. Mais il vous écrit aussi Les femmes, ça fait péder. Une autre chanson. Oui, que les radios n'ont pas voulu passer. Oui. Bah, qu'un titre comme ça. C'était un hommage aux femmes Ouais. qui n'ont rien compris, ni les hommes. Mais Serge, c'était comme ça. Ouais. Un jour, vous On chantez comprend. ça à la cérémonie des Molières. Tout le monde est médusé. Hein. Quand vous chantez Les femmes, ça fait péder. Et puis il y avait cette belle fille qui tournait autour de moi. Moi, j'étais en smoking. Et puis j'ai repéré. Et la fin. Il y en a plus d'un qui est resté. Et j'ai montré comme ça une personne. Alors, tout le monde a regardé. Il vous écrit aussi Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ça, c'est la chanson préférée d'Édouard Baird. Alors cette chanson, c'est une mystification, parce que si on lit les couplets, c'est un soldat qui va partir à la guerre. On pourrait imaginer la Grande Guerre, celle qu'on est en train d'honorer.
Et comme il a commencé par « Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Pour avaler les mouches bleues marines, ou la quinine, ou la purée. » Vous savez, tout ça est tellement équivoque en même temps que les gens riaient. Il aimait Ils ne veulent même pas écouter les couplets. Oui, c'est ça. C'était vraiment Serge. Puis alors, il y a le Serge qui devient Gainsbourg. Vous racontez dans ce livre un jour, il est bourré, on va dire, il rentre bourré alors que vous êtes à la campagne, et vous lui tournez une claque dans la figure. C'est pas ça. Vous voyez là comme il est. Là, c'est Gainsbourg. Et il nous a cassé les pieds pendant 3 mois parce qu'il voulait voir l'Ange bleu. Alors, on a loué un bungalow au Club 13 à l'époque qui était un peu à la mode. Et il y avait les enfants, il y avait mon mari de l'époque. Quoique j'en ai pas vu beaucoup de maris, j'en ai eu 2. Et tout d'un coup, on ne le trouvait plus. Bientôt, ça allait être l'heure du dîner et du film. Alors, on était un peu inquiets, où il était passé, où il était. Bon, on a envoyé mon mari le chercher, mon mari ne revenait pas non plus. Et tout d'un coup, mon mari est revenu, il était ivre-mort aussi, lui qui ne buvait pas beaucoup. Et il a dit, il est au bar, et j'ai été au bar. Et il y avait une bande de types qui étaient là. Allez, vas-y, Gainsbourg, allez, vas-y, Gainsbourg, allez, tu veux un coup? Et qui lui offrait à boire et tout. J'ai eu une image dans la mienne de tête, parce que ça m'a fait. J'avais l'impression de voir mon père, quand au café, les gens le faisaient boire et que c'était. La rage m'a pris, je l'ai attrapé, je l'ai traîné jusqu'au point où on devait dîner et je lui ai donné une gifle. Ah, quand même. C'est parti comme ça. Ouais. Et le lendemain, il était tellement triste, il était tellement. De nous avoir fait manquer la soirée, parce que du coup, on était tous tristes. Toute la famille. Oui. Mais il vous manque beaucoup, Serge. Oui. C'est un personnage irremplaçable. Il y a des auteurs qui ont du talent, qui font des choses pas mal, mais complet comme lui. Et puis alors, il aimait les films de voyous et tout, moi aussi. Vous savez que j'ai mis 2 ans à lui poser la question. Avec Capone et sa petite Phyllis. Oui, c'était une autre chanson. C'est pas ça. C'est que je ne savais pas que Capone avait une maladie qui s'appelait la syphilis. Donc, alors, je n'ai pas osé lui demander. Il vous l'a fait chanter, mais vous ne compreniez pas. Non, parce que j'avais pas pigé. J'ai l'air d'une idiote, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Capone est mort d'une syphilis en prison. Et un jour, j'ai dit quand même, je lui ai demandé, parce que je ne vais pas mourir idiote, là. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais tu ne savais pas qu'il avait une syphilis? Ce qui est beau, c'est que Gainsbourg avait une grande admiration pour Fréhel. Moi aussi. Oui, et vous aussi, Régine. C'est ce qui nous a liés beaucoup. Chanteuse réaliste. Et j'ai connu Fréhel en 56 chez Tonton. Ouais. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est chez Tonton. C'était un cabaret où Beko a commencé et où les garçons chantaient aussi en même temps. Et j'y allais avec des gens qui avaient les parfums XY, je ne sais pas quoi, qui étaient des... Regardez là, qui étaient merveilleuses. Ouais. Et Tonton m'a dit, tu veux connaître Fréhel? Mais elle habite juste à côté. Je l'appelle. Alors, je vois arriver cette femme, telle qu'elle est, avec une chemise de nuit, un vison assez long, des pantoufles. Elle commande à boire, et voilà. Ouais. Elle est morte d'amour pour Chevalier. Oui, mais un souvenir. Elle l'avait découvert, Amélie Montan. Elle l'a présenté à Mistinguett, qui lui a piqué, et elle ne s'est jamais remise. Oui, destin tragique qui vous réunissait tous les deux, Régine et Gainsbourg, tous les deux. Parce qu'au fond, il vous aimait en Fréhel. Il avait vu cette fêlure en vous, Serge.
vous savez, il voyait tout. Il était d'une intelligence et d'une finesse extraordinaire. Et on pleurait au même moment, on riait au même moment, on était très très proches. Ouais. Proches, Ouais. et que des amis. Il y a un moment, dans votre cabaret, on vient vous parler d'un jeune au golf Drouot qui cartonne et que vous allez rencontrer, qui se prénomme Jean-Philippe. Il a quel âge à ce moment-là, ce Jean-Philippe? 17 ans. 17 ans. Oui. C'est un gamin. Donc il y a des gens qui le présentent comme son filleul et machin. C'est pas vrai. Moi, je l'ai connu, un jeune garçon, et qui était en cuir, très, très sexy, très, très drôle. Et dès qu'il sortait de scène, c'était un petit garçon. Timide. Timide, charmant, très mignon. Et je me suis senti comme sa mère, je sais pas. Il avait des problèmes avec sa mère, donc on a eu vraiment Oui. à peu près 25 ans de totale amitié, Ouais. bien sûr. Il vous a raconté son père, l'abandon de son père, et vous lui avez dit, moi aussi, vous lui Oui, avez bien raconté sûr, on a vos parlé des souvenirs. choses. On parlait des choses qui nous liaient. Et il était très intelligent. Vous savez, quand on lui faisait faire à queue, j'étais folle de rage. Mais bon, c'est un garçon intelligent, calme. Et puis au fur et à mesure, vous savez, encouragé par la foule, comme on dit, il a un peu déliré, mais regardez-le là. Regardez la beauté de ce garçon. Ouais. Et la pureté. Et vous lui dites, viens dans ma boîte, viens chez Régine, je t'offrirai une bouteille. Et il vient, et il est fier d'être là. Au tout début, quand il n'a pas encore commencé à enregistrer. Non, il n'avait pas encore eu son contrat. Ouais. Et je lui ai dit, ça va pas tarder, et en plus, tu chanteras jusqu'à août, quand tu veux. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, ben, comme chevalier, tu décideras quand tu voudras t'arrêter. Oh, ce vieux con! Il me dit, j'ai dit, je te permets pas de parler comme ça, parce que c'est un homme formidable. Et après, il m'a dit, je m'excuse, c'est vrai. Et j'ai dit, tiens, achète-toi une maison à Marne-la-Coquette, et il l'a fait. Ouais, pour être plus près de Maurice Chevalier qui habitait là-bas. Ouais. Ouais. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il vient régulièrement dans votre boîte, au point même, il dort chez vous, Jean-Philippe. Vous savez, moi, non, après, quand j'ai fait le New Jimmy's, quand je suis parti de la rue du Four, parce que la rue du Four, c'était une chose à peu près. C'était pas ma boîte, c'était un peu compliqué. Il y avait un grand escalier pour descendre, alors quand on voulait vider quelqu'un, c'était vraiment ennuyeux. Et j'ai fait une très belle boîte sans en parler à personne. Et un jour, j'ai invité une centaine de personnes. J'ai dit, voilà votre nouvelle boîte. C'était le New Jimmy's. Et c'était à Montparnasse, c'était l'ancien Vénus, et qui était une boîte de striptease, qui avait 100 mètres carrés, hein, sans plus. Quand je pense que la foule que j'entassais là-dedans, mais c'était du délire. Et puis j'ai lancé le twist, bien sûr, Ouais. Et alors, qui était une vieille danse. Oui, et Johnny, avec son lit qui lui conseillait, lui dit, il y a le twist. Et vous allez lancer le twist en même temps que Johnny, Régine. Ah non, on dansait déjà le twist au Régine. Oui. Et il a dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, ben, tu sais, je vais demander. Il y avait la troupe de West Side Story qui était à Paris, et moi je sortais avec Michael Bennett, qui lui après a fait Chorus Line, et qui était dans le chorus, c'est-à-dire c'était un danseur. Et tous, avant de rentrer en scène, ils étaient en train de faire ça, voilà, ce qu'on voit. Ouais. Et Cocteau, qui était là, il m'a dit, tu sais, Régine, c'est des visages qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent. C'est un bon résumé. Hein. C'est pas ça, c'est que les gens avaient tellement du mal à faire ce mouvement comme ça. Les chiropracteurs ont dit que j'avais donné le mal de dos et c'est reparti dans le monde entier. Ouais. Et c'est un truc qui existait depuis des années. Oui, Chubby Shaker. Et alors, vous, un jour, il vous appelle, Johnny, il vous dit, je viens de signer un contrat. Et vous lui dites, ben viens, on va fêter ça dans la boîte.
Et là, vous allez vous rendre dans une autre boîte que la vôtre et vous allez faire une rencontre que Johnny n'a jamais voulu révéler toute sa vie. Vous pouvez nous le dire aujourd'hui, Régine? C'est pas dans ma boîte. On est sorti de ma boîte pour fêter son... Et on est allé à la Calvados, où j'allais beaucoup. Et tout au fond, il y avait en militaire un personnage très connu, donc qui était Elvis. calme, Ouais. comme ça. Parce qu'il y avait un pianiste noir qui était formidable et qui jouait toujours des airs fabuleux, et qui restait jusqu'à sa mort d'ailleurs à la Calvados. Et je lui dis, regarde qui est là-bas. C'est Elvis Presley. Alors on dit au bar, il n'y avait pas de place. Alors il a fait ça, il est resté comme ça. Je lui dis, mais viens, je te le présente. Parce que moi je voyageais beaucoup et je connaissais Elvis. Parce que j'allais à Los Angeles 3 fois dans l'année. Je restais 3 mois à Los Angeles. Et j'étais dans la bande de Frank Sinatra, Sammy Davis, vous savez, je les connaissais tous. Et moi, je ne chantais pas à ce moment-là, j'étais vraiment... j'étais l'hôtesse, je ne supportais pas qu'on m'appelle la reine de la nuit, ça m'embêtait un maximum, mais j'étais l'hôtesse internationale, je connaissais tout le monde. Et je vois qu'il ne réagit pas, je trouve ça très bizarre. Et quand Elvis Presley s'est levé pour partir, je l'ai attrapé par la main, j'ai dit, Elvis, I want to meet you, Johnny. Et Johnny, il ne l'avait jamais vu de sa vie, donc il n'a pas fait... ça ne lui a pas fait une impression diabolique. Et Johnny lui a dit après de me revoir, et j'ai dit après, mais enfin, Johnny, c'est pas l'idole que tu veux rencontrer depuis toujours? Il m'a dit, écoute, je te parlais. Il m'a dit, donne-moi ta parole que tu diras jamais que tu m'as présenté. Elvis Presley. Je ne savais pas pourquoi. Mais vous savez, il était 8 h du matin, on voulait tous rentrer à la maison, ou je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé un intérêt diabolique à ce qu'il... Je ne savais pas pourquoi il disait ça. Oui, pourquoi il ne voulait pas qu'on le dise? Et quand j'ai commencé à écrire ça, un garçon qui connaissait bien Johnny, il a dit, mais il ne l'a jamais rencontré. J'ai dit, mais si, il l'a rencontré avec moi. Et ça, c'était la grande révélation de cette année et surtout de son départ. C'est qu'en vérité, il avait déjà copié tous les... Il avait assimilé, plus exactement, tous les gestes qu'il fallait faire pour bouger les hanches de cette façon, de se rouler par terre, de faire ci. Et il ne voulait pas que ça se sache. Ouais. Il voulait qu'on pense que c'est lui qui l'avait inventé. Et aujourd'hui, vous le dites parce que vous dites, voilà, maintenant on peut dire, la légende de Johnny. C'est un plus pour lui, c'est formidable, il l'avait repéré, puis il était fou d'Elvis. Ouais. Quel souvenir, Régine. C'est un petit secret qui est révélé aujourd'hui, mais franchement, c'est... Ouais. Dans ce livre, il y a des rencontres inoubliables. Je pense à Françoise d'Orléac, qui lui consacrait un chapitre. Elle était sublime. Elle était sublime. C'était 2 sœurs, il y a Catherine Deneuve et elle. Elles arrivaient ensemble, je les ai connues ensemble, elles avaient à peine 17 ans. Et elles étaient très différentes. Ouais. Et Catherine, pour moi, plus froide, moins mon truc, quoi. Mais... Elle faisait tomber tous les mecs, vous dites. Pardon? Hein. Françoise, elle faisait tomber tous les Françoise, mecs. alors écoutez, avec un regard, elle était inouïe. Mais Oui. c'est pas pour ça. Elle était d'une grande fidélité. Moi, mon anniversaire, c'est le 26 décembre. Le 26 décembre, arrivaient des tonnes de fleurs pour moi. Oui. T'es fou, hein. C'était comme ma fille. Un jour à Saint-Tropez, vous deviez repartir ensemble. Elle était avec Jean-Pierre Cassel. Ils avaient l'air très amoureux l'un de l'autre. Et elle me dit, non, 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 il faut absolument... Régine, et viens, on va partir plus tôt. Il faut que je sois à 7 h absolument à Paris. Je lui dis, écoute, alors il faut partir à 2 h de l'après-midi de Saint-Tropez, il n'y a pas de raison. Et je lui dis, moi j'ai commandé le taxi, on part à l'heure et tu bouges pas. Et elle a loué 2 chevaux.
Et je crois que ce garçon lui avait offert un petit chien. Et je pense qu'il est sûrement la cause de l'accident qu'elle a eu. Et quand je suis passé, moi, pour partir, je suis passé devant cette voiture qui brûlait. Vous pouvez croire que j'ai pas une minute, j'ai imaginé que ça pouvait être... j'ai toujours cette image dans la tête. Ouais. C'était Françoise d'Orléac, inoubliable. Une autre Françoise, c'est Françoise Sagan. Vous en parlez beaucoup aussi dans le livre, hein, Régine. Oui. On a beaucoup vécu ensemble, oui. Pas dans le sens... Et pourtant, vous dites, elle draguait les copines de ses amis. Écoutez, c'est un jeu pour elle. Elle était en même temps... les hommes l'adoraient. Quand elle parlait avec un homme, il tombait amoureux d'elle, hein, je vous assure. C'était incroyable. Elle me disait, tu vois le type qui est là, je vais aller le voir, je vais lui parler, et tu vas voir qu'il va tomber amoureux de moi. Moi, je disais, oui, moi je veux tout voir. Ouais. Elle était très enjeueuse. Ouais. Elle vous appelait Minou, c'est ça? Non, la première fois qu'elle m'a vue, je lui ai dit, je suis ravie de te connaître. Je viens de lire ton livre, il est magnifique. Oh, on s'en fout, elle me dit. Elle s'assoit sur le tabouret et elle me regarde et elle me dit, Minou, on s'en fout de tout ça. Minou, moi j'étais un peu plus grande qu'elle, mais j'étais surtout plus ronde. Et elle était d'un chic fou. Elle avait un pantalon à carreaux, elle avait un pull beige, les cheveux coupés courts, un peu plus courts que là. Et puis, c'était une merveille. Ouais, et la générosité, la gentillesse, non, elle était joueuse. Donc à un moment, elle s'est fait enlever du jeu, et elle demandait à Botton et à moi, elle nous donnait de l'argent pour qu'on aille jouer à sa place. Alors comme moi, mon père était un joueur, je déteste les casinos, je n'acceptais de faire les casinos que pour leur prendre de l'argent. Et moi, j'arrivais, je mettais tout sur la table, je perdais tout de suite, et j'étais contente. Tandis que lui, il était joueur. Alors, donc, il s'accrochait à la table, j'ai dit, arrête, tu fais des dettes pour François, ça va. Ouais. Ce qui est fabuleux, Régine, c'est que dans vos boîtes de nuit, côtoient finalement des légendes du siècle. Il y a des soirs, dans le même moment, il y a Johnny, il y a Barbara, il y a Jacques Brel qui est là. Il y a tout le monde. Mais Jacques Brel, on peut parler de Jacques Brel. Vous dites dans ce livre, Régine, j'ai eu une aventure avec Jacques Brel, qui s'est transformée après en amitié amoureuse. Vous avez eu une aventure avec lui? Une aventure d'un soir. Oui. Parce que je considère qu'il y a des moments où tout d'un coup quelque chose arrive. Et vous savez la phrase qu'il m'a dit? Il m'a dit, ce qu'il y a de plus formidable avec une femme, c'est quand elle monte l'escalier. C'est extraordinaire. Il faut dire que les femmes portaient des bas avec... à l'époque, avec la rayure, là, comme ça, qui était celle qui... Moi, j'ai relancé les porte-jartelles. Regardez comme il était formidable. Et puis, j'ai du mal à ne pas pleurer. Hein. Alors, j'ai trouvé que c'était merveilleux ce qu'il venait de dire. Oui. Il était important pour vous. C'est l'intelligence. Ouais. Il prenait l'avion, il vous amenait avec vous? Oui, j'ai été en avion plusieurs fois avec lui, mais moi je pilotais parce que je me disais, comme j'aimais bien rentrer le soir même, si j'allais en Belgique ou n'importe quel, ou si c'était prêt, donc je prenais un avion à une hélice, hein, j'allais, bon, mais je me suis dit quand même, si le type il clapote, là, il faut quand même que je sache me poser quelque part. Donc j'ai appris à piloter. Ouais. Incroyable souvenir que Andy Warhol. Andy Warhol. On va voir une œuvre, c'est vous, avec Andy Warhol qui vous représente. Voilà. Il m'a fait un en fond blanc, un en fond blanc. Il m'a dit, démaquille-toi. C'était le déjeuner à la factory. Et tout d'un coup, il m'a dit, démaquille-toi. Alors, je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, pose pas de questions, viens avec moi. J'ai été dans une grande pièce, je me suis démaquillé. Il a fait 70 portraits. Et 3 mois après, il m'a dit, j'ai une surprise pour toi.
Et il m'a sorti ces 2 tableaux qui sont magnifiques. Ouais. Magnifiques et un souvenir formidable en 1976. Il m'a dit, c'est un cadeau. J'ai dit, mais quelle est la contrepartie? Ta présence et tes amis. Donc il dînait tous les soirs avec moi à la boîte, on avait tout le temps des gens différents, il amenait les siens, moi j'amenais les miens. C'était merveilleux, vous savez, c'était une période tellement, tellement sublime. Ouais. Et les Rolling Stones qui viennent dans la boîte, Mick Jagger. Alors Mick Jagger, Oui. j'ai ouvert ma boîte à New York avec lui comme invité d'honneur. Il n'est jamais arrivé. Alors bien entendu, j'étais mortifié et puis surtout, je me demandais ce qui s'était passé. Et je vais à ma porte et je dis aux garçons qui étaient là, et j'avais engagé, vous savez, ce qu'on appelle les acting boys. Parce que tous ceux qui veulent devenir acteurs travaillent la nuit ou servent. Bon, celui-là, il était beau, il était bien baraqué. D'ailleurs, il est devenu Monsieur Marlborough après. Et je lui dis, est-ce que vous avez vu monsieur? Il m'a dit, madame, bien sûr que je l'ai vu. Mais j'ai été obligé de lui dire qu'il n'avait pas le dress code. Donc il a été mis dehors, Mick Jagger. Parce que en Amérique, quand vous décidez qu'il faut dire quel dress code ça va être. Alors là, c'était dark suit. C'était même pas gris, parce que dark, c'est noir. Alors il refusait tous les gens qui étaient habillés en gris, tous les gens qui n'étaient pas habillés complètement. Et puis surtout, lui, il est arrivé en blouson avec ses baskets. Et puis l'autre lui a dit non, je suis très malheureux parce que je vous adore. Et là, il a dit c'est pas grave, c'est pas grave. Le lendemain, je l'appelle. D'abord, je cherchais partout, je ne l'ai pas trouvé. Le lendemain, je l'appelle. Et il me dit mais on m'a empêché de rentrer. J'ai dit bon, alors on a fait une autre soirée, tout le monde en basket et tout le monde en blouson. Voilà. Vous racontez une anecdote, c'est Francis Blanche, et c'est Mick Jagger qui marche sur les pieds de Francis Blanche. Non, c'est l'inverse, c'est Francis Blanche. Ah oui. Quand j'ai ouvert Monte-Carlo, il y avait tellement de monde. Non. Mick, il était en travers de l'escalier. Et Francis Blanche, qui habitait donc la ville à côté, et qui était à mourir de rire, il arrive au bar, il était furibard. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ce petit con qui est là et qui m'empêchait de rentrer, il levait le pied quand je voulais passer. Je lui dis, mais de qui tu parles? Et je vais voir, je lui dis, mais Francis, c'est Mick Jagger. Oh, Mick, ce que tu veux, j'ai dit, il me dit, j'en ai rien à foutre. Et finalement, je les ai présentés l'un à l'autre, un qui ne parlait pas l'anglais du tout, et l'autre qui ne comprenait pas un mot de français, et ils ont pris une cuite ensemble. Et vous voyez un jour, dans l'entourage des Rolling Stones, Johnny Hallyday qui drague Anita Pallenberg, et Anita Pallenberg qui lui dit « Tu es beaucoup trop tendre, je vais te manger tout cru ». C'est vrai? Enfin, écoutez, moi je ne suis pas là pour raconter toutes les stories parce que franchement, vous en avez vu encore dans 3 jours. Hein. Oui, vous en avez vu. Mais quelle histoire que la vôtre, Régine, que cette gueule de nuit. Parce que finalement, tous ces souvenirs, c'est vous. On pourrait parler d'autres personnages que vous racontez dans ce livre. Mais au fond, c'est votre vie. Cette vie où vous aimez finalement rencontrer des gens. Vous n'aimez pas tout le monde, hein. On ne veut pas dire la vérité. Il faut dire la vérité. Non, je n'aimais pas tout le monde. Je n'ai jamais aimé tout le monde. Mais ça depuis que je suis gosse. Et je crois que je suis né avec un don, c'est que j'ai la facilité de comprendre si les gens sont des gens bien ou pas. Et il y a des gens à qui je refuse de dire bonjour. Hein. Ah ouais. On me dit 3 fois, je te présente... je suis pas très facile, quoi. Mais quelle aventure quand même que votre vie. Incroyable. Enfin ça, c'est pas un livre sur moi, Oui. je suis le fil rouge. Oui. Je suis le fil qui raconte l'histoire. Oui, mais quand même, quand vous allez rencontrer vous rencontrez Michael Jackson, vous arrivez à le rencontrer, il danse devant vous, rien que pour vous. Je l'avais amené bien avant. Mais surtout, j'avais une boîte dans un hôtel très chic, au dernier étage, et j'avais acheté une énorme... Enfin, je n'avais pas acheté le champagne, on en avait plein. Donc une bouteille de champagne énorme avec un gros ballon. Et je suis descendu dans la suite et j'ai voulu lui donner... Il a pris le ballon et il a fait donner le champagne à ses frères, parce qu'il chantait encore avec ses frères. Et lui, il s'est assis à la table où il y avait les enfants. C'est pour ça, moi je pense que
Vous savez, c'était un garçon qui restait un petit garçon tout le temps. Et je crois qu'on ne peut pas lui prêter ce que... J'y crois pas. Ouais. Parce que je le connaissais bien. Et alors j'avais un blouson, moi, avec plein de diamants partout. J'avais des diamants partout, des perles. J'étais assez excentrique. Je ne sais pas s'il n'y avait pas un peu de mauvais goût dedans, mais ça marchait très bien. Et il voit ce blouson, il me dit « Où vous avez acheté ça ?» En anglais, bien sûr. Et je lui dis « Chez une amie qui fabrique ça. » On y est allé le lendemain, il en a acheté 100. Ah oui. Ou 200, je ne me rappelle plus. Incroyable, hein. Je suis une souris, gueule de nuit. Les paroles de cette chanson que vous avez chantée, de Barbara, c'est vous, Régine, c'est vous dans cette incroyable... C'est un titre très approprié à moi. Ouais. C'est un titre de... Cette gueule de nuit où vous portiez votre manteau en poil de singe, quand vous parlez de ce manteau en poil de singe... Non, il ne m'allait pas du tout. Il m'allait pas du tout. Mais au fond, je pense à une chanson, c'est La Grande Zoa. C'est qu'au fond, vous êtes ce personnage-là... Les plumes comptent beaucoup pour moi. Oui. Les plumes... Alors vous savez, c'était drôle parce que les gens y croyaient toujours que les petits papiers avaient été écrits par Botton et que La Grande Zoa était écrite par Serge. Par Serge. Ça agaçait beaucoup Serge. Ouais. Alors j'ai dit non, c'est l'inverse. Et il ne l'avait pas écrit pour moi, parce qu'on était fâchés, Botton et moi. Parce qu'il partait toujours de la boîte sans dire au revoir, sans payer. Alors je m'en fichais qu'ils partent sans payer, mais qu'ils disent au revoir au moins. Et il avait fait pour Jean-Claude Brialy. Et Brialy a dit « T'es fou, c'est une chanson pour Régine ». Alors il a dit « Mais on est fâchés ». Alors il m'a appelé et il a dit « Écoute, il faut que tu écoutes cette chanson ». Et voilà. Ouais. Tant de citations. Et il m'en a fait plein d'autres. Hein. Raconte-moi Dandy. Il m'a fait des chansons superbes. Ouais. Parmi ceux à qui vous pensez quand vous terminez le livre, il y a Barbara, bien sûr, il y a Thierry Leluron. Vous gardez beaucoup d'affection pour Jacques Chazot, pour tous les personnages que vous avez aimés et dont vous nous parlez dans ce livre. Thierry, c'était comme mon fils. C'est un garçon que j'ai voulu protéger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'y suis pas arrivé parce qu'il a été tout d'un coup dans un engrenage très difficile. Et il était fragile. C'était un petit garçon de famille. Vous savez, quand j'ai appelé la première fois, il était sur une scène. J'ai entendu Fernand Reynaud, j'étais dans une boîte qui était au coin à l'Opéra. Et j'étais au bar et je vois Fernand Reynaud, qui est comme ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as, t'as le cafard? Ah non, il me dit, je viens de voir un gamin, il sait tout. Il sait tout, je raccroche. J'ai dit, pour que lui, il fasse un compliment comme ça et que... Donc j'appelle. Et on me dit, il aura fini dans 10 minutes. Alors je dis, demandez-lui de me rappeler à ce numéro. Bon, rappelle pas, je rappelle. Et on me dit, on vous le passe, il est dans la loge. Et je dis, Thierry Leluron, oui, je suis Régine. Je voudrais bien vous rencontrer. Alors j'ai entendu parler de vous ce soir par Fernand Reynaud. Il dit que après vous, il faut raccrocher. Alors je lui dis, comme il ne fait pas de compliments souvent, je vais faire une grande tournée, je voudrais que vous soyez ma vedette américaine. Alors je l'entends qui crie « Maman, maman !» Mémé, mémé, il avait sa grand-mère et sa mère. Il y a Régine au téléphone. Tu peux le croire? Pour lui, j'étais une espèce une icône. Ouais. Et on allait acheter des tableaux ensemble, on achetait plein de trucs. Et puis il y a eu un moment où il a suivi une voie qui était difficile, et puis voilà. Ouais. Je voudrais pour terminer, Régine, qu'on évoque une personne qui est dans ce livre. On ne s'y attend pas forcément, c'est Simone Veil. Et Simone Veil, lorsque vous avez fondé une association contre la drogue, Simone Veil a été là à vos côtés et vous avez noué toutes les deux une amitié très forte. Ah, c'était des sentiments, plus que de l'amitié, c'était des sentiments familiaux. C'était quelqu'un de merveilleux. Et quand je lui ai dit que je voulais faire SOS Drogue International, et j'ai été aidé par Fabius, et elle a été ministre de la Santé, donc je l'ai vue, et j'ai dit,
venez soyez dans mon comité, comme ça je trouverai de l'argent plus facilement. Elle m'a dit non, je voudrais faire une chose pour toi, parce que c'est très important, il faut que tu aies les notables avec toi. J'ai dit, moi je m'en fous des notables. Elle m'a dit non, 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 il faut les notables. Ben, j'ai dit pourquoi? Il donne la permission? Oui. Il me dit oui, c'est une permission qui n'est pas inscrite dans la loi mais là, il faut avoir. Parce qu'en 84, ça s'attaquait à la drogue, c'était. En plus, moi qui vendais de l'alcool, vous pensez, c'était. Les gens se disaient, mais alors c'est une folle. Et c'est aujourd'hui la plus grande. J'ai été 15 ans la présidente de mon association, et qui est toujours mon association de toute façon. Et je peux vous dire que ça a été un dur travail. Oui. Mais Simone Veil a été là. Et Simone Veil m'a donné la conclusion de l'enquête qu'elle a faite sur moi. C'était une horreur. J'étais une tenancière, que j'étais une entremetteuse, que j'étais... Donc eux, ils répondaient comment ils me voyaient. Alors j'ai été les voir tous. J'ai fait le tour de la France pour me présenter et aller les voir. Et ça a été... Ouais, ouais. Et vous allez nouer cette amitié avec... J'ai réussi à réunir la presse. Et il y avait beaucoup de gens qui se droguaient. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je suis une survivante. Je ne supporte pas qu'on se fasse du mal volontairement, et surtout quand on peut être heureux. Et quand on est malheureux, même déjà, c'est difficile. Mais là, voilà. Ouais. Et évidemment, vous êtes touché, vous le dites dans ce livre, quand vous apprenez que Simone Veil est retournée à Auschwitz avec ses petits-enfants, a eu ce courage. C'est très difficile de retourner. Moi, je suis retourné. Parce que moi, j'ai perdu mon fiancé pendant la guerre. Moi, je m'étais fiancé à 14 ans, et après avoir été dans un couvent d'abord, à Aix-en-Provence, j'ai été... Parce que mon père avait ses papiers sur lui et la Gestapo l'avait arrêté. Donc, on est venu me sauver. Et les sœurs ne voulaient pas me lâcher. Elles disaient, mais qui c'est ces gens-là? Et le commissaire de police, qui savait que c'était des gens de la résistance, m'ont laissé partir avec un monsieur et une dame qui m'ont demandé de les appeler papa-maman. Et je suis arrivé à Lyon, et je suis arrivé chez la sœur du grand rabbin de Lyon. Donc, j'ai découvert ma vraie religion. Et ben, je trouvais l'autre mieux parce qu'il y avait des fleurs, il y avait de l'encens, il y avait tout ce que j'aimais. Hein. Et que la synagogue, c'est très, très dénudé, très... Et puis les femmes sont là-haut, j'aimais pas la séparation. Et je pense que ma bonne étoile, vous savez, on dit qu'on a toujours une étoile sur soi. Mon étoile, je pense que c'est mon fiancé de la guerre, qui était un surdoué, qui était un garçon fantastique. J'ai appris beaucoup de choses intellectuellement. Ouais. J'adorais lire, j'adore écrire. Vous dites que c'est lui qui vous a protégé toute votre vie? Il est mort malheureusement. Et j'ai été au Fort Montluc pour porter des gâteaux, des faux gâteaux, vous savez, les gâteaux de la guerre. Et il y avait deux petits jeunes allemands, ils avaient 15 ans, 16 ans. Et comme je parle le yiddish, ils parlent allemand, je comprenais tout ce qu'ils disaient. Et à un moment, ils m'ont dit « couche-toi, couche-toi ». Et c'était des camions qui arrivaient encore avec des... Et c'était le 6 juillet 1944. Et ils continuaient à arrêter les gens. Voilà. Alors il ne faut pas que ça recommence. Il ne faut plus que ça recommence, voilà. Ouais. Et il faut faire la fête, au fond, c'est se dire... Mais je n'ai pas fait ce livre pour dire ça. Je fais un hommage. Oui. Et je pense que ça a été mon seul et grand amour, voilà. Oui. Mais cette gueule de nuit, c'est vous, Régine. On était vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui. Peut-être en se quittant, on va entendre un petit air de la Grande Zoa. J'adore cette chanson. Quand vient le mardi, la Grande Zoa, mais ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la Grande Zoa, autour du cou se met son boa. Il y en a qui marmonnent que la Grande Zoa, ce serait un homme.
on dit ça. Il y en a qui marmonnent que la grande Zohar, ce serait un homme. On dit ça, olé. J'ai envie de vous applaudir. Merci Régine. C'est gentil. C'était un bonheur. Ça s'appelle Gueule de nuit, publié chez Flammarion. C'est un livre formidable. Vous allez apprendre encore plein de choses. C'est un livre écrit comme ça avec le cœur. On était ravis Régine. Merci beaucoup. Merci.